L'asphalte brûlait encore lorsque Sébastien Moreau posa les genoux au sol. La douleur remonta le long de sa colonne vertébrale comme un éclair lent, méthodique, le genre de douleur que la vieillesse transforme en compagne permanente. Autour de lui, des canettes écrasées roulaient sur le caniveau. Ces canettes qu'il avait ramassées depuis l'aube une par une, se pliant en deux des centaines de fois sous le soleil de mars qui cuisait Paris comme un four ouvert. Chaque canette valait quelques centimes. Chaque centime faisait la différence entre manger ou ne pas manger. Le chariot de supermarché était renversé dans le caniveau, une roue tournant dans le vide, ridicule et pathétique comme tout dans la vie de Sébastien depuis 23 ans. Dedans, outre les canettes, il y avait 2 cartons pliés avec la précision obsessionnelle de celui qui ne contrôle plus rien dans la vie, sauf de petits rituels d'ordre, et un sac plastique usé contenant 2 oranges, maintenant écrasées sous le pneu d'une Audi noire, et un pain rassis qu'il comptait tremper dans le café clair qu'il se ferait le soir, s'il parvenait à amasser assez pour acheter le paquet le moins cher de l'épicerie. Sébastien leva lentement la tête. Le soleil de l'après-midi l'aveuglait. Autour de lui, un cercle de badauds se formait. Non pour aider, mais pour observer, pour filmer, pour transformer son humiliation en contenu numérique qui serait consommé par des millions et oublié en quelques heures. Il reconnaissait ces regards. Il ne les connaissait que trop bien. C'était le regard qu'on réserve aux animaux écrasés, aux clochards ivres, aux vieux inutiles qui gênent la circulation et la hâte de ceux qui ont des endroits importants où être. « Quelqu'un a vu ce qui s'est passé ?» demanda une femme, téléphone levé, en train de filmer. « Le vieux a traversé au rouge, mentit quelqu'un. Le type de la voiture a juste klaxonné, dit un autre. Mensonges, tous des mensonges. Sébastien avait traversé au vert. Du moins, il le pensait, car sa vue lui jouait des tours et le soleil était de face. Et peut-être s'était-il vraiment trompé. Peut-être était-il vraiment le coupable. Car quand on est vieux et pauvre, la culpabilité vous revient toujours, même quand on est innocent. Le jeune homme sorti de l'Audi était déjà parti, ne laissant que l'odeur de pneus brûlés et un nuage de gaz d'échappement qui flottait encore dans l'air chaud. Sébastien ne parvenait pas à se souvenir distinctement de son visage. Seulement la colère dans ses yeux, la chemise de marque, les lunettes de soleil miroitantes reflétant sa propre image pathétique. Un vieil homme courbé, en haillons, tentant de protéger un chariot de supermarché rouillé comme s'il s'agissait d'un trésor. « Dégage de là, vieux déchet !» Les mots résonnaient encore à ses oreilles. « Vieux déchet !» Sébastien commença à ramasser les canettes, une par une, ses mains tremblaient. Pas seulement de vieillesse, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait appris à ravaler au fil des ans, mais qui lui remontait maintenant dans la gorge comme de la bile. L'humiliation, la honte, la conscience aiguë et douloureuse qu'il était, de fait, inutile aux yeux du monde. Une gêne, un obstacle, quelqu'un qui devrait avoir la décence de mourir rapidement et d'arrêter de perturber le flux de la ville. Une canette roula près de ses doigts. Il la prit et réalisa qu'elle était écrasée au-delà de toute récupération. Inutile comme lui. Il la rejeta au sol. À quoi bon? À quoi bon ramasser des canettes, plier des cartons, se lever avant le soleil et traîner ce corps de plus en plus douloureux dans les rues d'une ville qui n'avait pas de place pour les gens comme lui? « Monsieur, ça va ?» Une voix jeune, féminine, s'approcha. Sébastien leva les yeux et vit une fille d'une quinzaine d'années, en uniforme d'école, sac au dos. Elle s'agenouilla à côté de lui et commença à l'aider à ramasser les canettes. « J'ai vu ce qui s'est passé. Ce type est un connard. » Sébastien voulut la remercier, mais sa voix ne sortit pas. Sa gorge était nouée, serrée par ce nœud qui se forme quand quelqu'un est gentil avec vous après que vous ayez été anéanti. Il se contenta d'acquiescer, et la fille sourit. Un sourire triste, plein de pitié, mais sincère. « Mon grand-père aussi ramassait des canettes, » dit-elle en les remettant dans le chariot. « Il est mort l'année dernière. Il me manque. » Sébastien réussit enfin à parler, la voix rauque. « Je suis désolé. C'est la vie, hein ?» La fille se releva, essuya ses mains sur la jupe de son uniforme. « Faites attention en traversant, monsieur. Les gens conduisent comme des fous par ici. » Et elle partit, avalée par la foule qui se dispersait déjà, lassée maintenant que le spectacle était terminé. Sébastien se retrouva à nouveau seul, toujours seul. Il se releva avec difficulté, chaque articulation protestant, et redressa le chariot. La roue avant était tordue maintenant, ce qui rendrait la poussée encore plus difficile.
Mais quel choix avait-il? Il commença à marcher en direction de son taudis, traînant le chariot sur le trottoir défoncé. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel d'orange et de rose, des couleurs trop belles pour une journée si laide. Sébastien ne regardait pas le ciel. Il gardait les yeux au sol, toujours au sol, là où les gens comme lui devaient garder le regard. Belleville l'accueillit avec sa cacophonie habituelle, de la musique forte provenant de différentes maisons, en compétition les unes avec les autres, des enfants qui criaient, des chiens qui aboyaient, l'odeur de friture mêlée à l'odeur d'égout qui montait des bouches engorgées. Le taudis se trouvait au fond d'une ruelle étroite, un immeuble de 3 étages, qui avait un jour été blanc mais qui était maintenant gris de saleté et d'abandon. Le propriétaire demandait 400 € pour une pièce de 9 mètres carrés au fond, sans fenêtre, avec des toilettes communes sur le palier qui servaient 6 locataires et était toujours immonde. Sébastien monta l'escalier extérieur, chaque marche une petite torture pour ses genoux. Sur le palier du 2e étage, il passa devant la porte de l'infirmière. Anne-Sophie. Il connaissait son nom pour l'avoir vue sur la boîte aux lettres. Elle travaillait de nuit, donc la journée. Elle était chez elle et parfois Sébastien entendait le son étouffé de la télévision à travers la fine cloison. Elle était gentille, saluait toujours quand ils se croisaient. Et par 2 fois déjà, elle avait laissé une assiette de nourriture devant sa porte avec un mot « Il y avait des restes, ne laissez pas gâcher ». Sébastien n'a jamais su s'il y avait vraiment des restes ou si c'était par pitié. Il acceptait de toute façon. La fierté ne remplit pas l'estomac. Il ouvrit la porte de sa chambre et fut accueilli par l'odeur familière de moisi et de solitude. Le matelas fin au sol, couvert d'un drap usé. La chaise en plastique cassé qu'il avait ramassée dans les ordures et réparée avec du fil de fer. L'évier fissuré qui goûtait jour et nuit, tac tac tac, une torture sonore qu'il avait cessé d'entendre à force de l'entendre. Une boîte en carton servait d'armoire, une autre de table. Sur les murs tachés d'humidité, aucune photo, aucun souvenir, aucune trace qu'il ait un jour été quelqu'un d'autre. Sébastien laissa le chariot dans un coin, retira ses chaussures usées. La semelle droite se détachait. Il devrait bientôt la recoller avec de la colle de cordonnier ou l'envelopper de rubans adhésifs et se laissa tomber sur la chaise cassée. La chaise gémit sous son poids plume. Tout gémissait sous le poids de la vie. Il regarda ses propres mains, des mains ridées, calleuses, pleines de taches de vieillesse et de petites coupures qui ne guérissaient jamais vraiment, car sa circulation était mauvaise et il n'avait pas d'argent pour les médicaments. Ses mains avaient fait tant de choses. Elles avaient signé des contrats millionnaires. Elles avaient tenu la main d'une épouse à l'autel. Elles avaient bercé des bébés. Elles avaient construit un empire, même petit, même éphémère. Maintenant, ses mains ne servaient plus qu'à ramasser des ordures. Le souvenir vint sans permission, comme il venait toujours dans les moments de fragilité. Sébastien ferma les yeux et se vit 30 ans plus jeune, en costume gris, dans son bureau avec vue sur la Défense. Moreau Construction. Le nom était gravé sur une plaque de bronze à la porte. Il avait 3 ingénieurs, 12 employés, des contrats avec de grands entrepreneurs. Rien d'extraordinaire, rien de comparable aux géants du secteur, mais c'était à lui. Construit brique par brique, contrat par contrat, avec l'argent que son père avait laissé en héritage et beaucoup de sueur. Martine était vivante à l'époque. Martine en robes élégantes et parfums français, qui organisait des dîners pour les clients et savait exactement quoi dire pour impressionner les bonnes personnes. Elle ne l'avait jamais vraiment aimé. Sébastien l'avait toujours su, mais il y avait du respect, de la complicité, un accord tacite selon lequel, ensemble, ils construiraient quelque chose de plus grand que leurs sentiments individuels. Et les enfants, Raphaël et Juliette. Raphaël avec son air sérieux, montrant déjà un talent pour les chiffres. Juliette avec son rire facile, rêvant de devenir architecte. Sébastien se souvenait de les emmener au bureau le week-end, de leur montrer des plans, de leur apprendre les structures, d'imaginer un avenir où ils reprendraient l'entreprise. Tout était mensonge, tout était illusion, tout était construit sur du sable. La faillite arriva rapidement, comme un immeuble mal construit qui s'effondre. Cela commença avec Gustave Martin, l'associé que Sébastien avait accepté par pression, par ambition, par naïveté. Gustave apporta de gros contrats, des investisseurs, des promesses d'expansion. Il apporta aussi la fraude, l'évasion fiscale, les dettes cachées.
Quand le fisc frappa à la porte, quand les auditeurs commencèrent à éplucher les livres, quand les gros titres des journaux commencèrent à détruire la réputation de Moreau Construction, il était trop tard. Sébastien tenta de prouver son innocence, tenta de montrer qu'il ne savait pas, qu'il avait été trompé, qu'il était autant une victime que les créanciers. Personne ne le crut. Un entrepreneur en faillite plaidant l'innocence, la plus vieille histoire du monde. Les procès s'accumulèrent. L'entreprise fit faillite. Les biens furent vendus aux enchères. La maison, les voitures, les économies, tout disparut pour payer des dettes qu'il n'avait même pas créées. Martine demanda le divorce avant même le jugement final. Elle prit les enfants, déménagea chez sa mère, bloqua son numéro. Les enfants, alors âgés de 14 et 16 ans, eurent l'interdiction de le voir. « C'est un criminel, disait Martine. Un raté qui va nous entraîner dans la boue. » Sébastien ne fut jamais considéré comme un criminel. Les procès l'acquittèrent de l'accusation de participation à la fraude. Mais l'acquittement arriva trop tard, quand tout était déjà perdu, quand Martine s'était déjà remariée avec un médecin riche, quand les enfants avaient déjà appris à détester leur père sans même le connaître vraiment. Il tenta de se reconstruire, trouva un emploi de gardien de sécurité dans un centre commercial, loua une chambre dans une pension. Il écrivait des lettres à Raphaël et Juliette qui revenaient sans avoir été ouvertes, avec le cachet « Retour à l'expéditeur ». Chaque lettre retournée était un coup de poignard. Les années passèrent. L'emploi de gardien prit fin lorsque le centre commercial ferma. Il devint concierge dans un immeuble de bureaux, puis distributeur de prospectus. Puis coursier, à 65 ans, livrant des colis à vélo jusqu'au jour où il tomba et se cassa le poignet. Après cela, plus rien. À 70 ans, Sébastien dormit pour la première fois dans un foyer, puis sur les places publiques, puis là où il pouvait, jusqu'à ce qu'il trouve le taudis de Belleville, payant avec l'argent qu'il ramassait dans les rues. Il était devenu invisible. Et maintenant, à 78 ans, après avoir été bousculé et humilié en pleine rue, après avoir ramassé des canettes comme un animal cherchant des restes, Sébastien se demandait pourquoi était-il encore en vie? Pourquoi faire? La nuit tomba complètement. La pièce s'assombrit et Sébastien n'alluma pas la lumière. Il économisait l'électricité car la facture était élevée. Il resta assis dans l'obscurité, écoutant le goutte-à-goutte du robinet, les bruits du taudis, les vies qui se déroulaient autour de lui, tandis que la sienne se traînait seulement. C'est alors qu'il entendit frapper au mur. 3 coups rapides. De l'autre côté, la chambre d'Anne-Sophie. Sébastien fronça les sourcils. Anne-Sophie ne frappait jamais au mur. Avait-il fait trop de bruit? Se plaignait-elle? Les coups se répétèrent. 3 fois, puis une pause, puis de nouveau 3 fois. Sébastien se leva lentement et ouvrit la porte. Dans le couloir mal éclairé, Anne-Sophie se tenait devant sa porte, encore en tenue d'hôpital, son sac sur l'épaule. Elle le regarda avec une expression étrange, ni pitié, ni dégoût, mais quelque chose que Sébastien ne parvenait pas à identifier. De l'inquiétude, peut-être, ou de la colère. « Monsieur Sébastien, dit-elle, la voix basse mais ferme, il faut que je vous parle. » Sébastien resta immobile sur le seuil, confus. Personne n'avait besoin de lui parler. Personne n'avait rien à lui dire qu'il ait besoin d'entendre. Il n'était qu'un vieux invisible poussant un chariot, et les gens qui avaient besoin de lui parler étaient généralement des collecteurs de loyers ou des policiers municipaux lui ordonnant de quitter un endroit où il ne devrait pas être. « Je n'ai pas fait de bruit, » dit-il automatiquement sur la défensive. « Désolé si je vous ai réveillé. » Anne-Sophie secoua la tête, impatiente. « Ce n'est pas ça, je peux entrer ?» Sébastien hésita. Sa chambre était une honte. L'odeur de moisi, le matelas au sol, la pauvreté explicite dans chaque centimètre de cet espace. Mais Anne-Sophie entrait déjà, sans attendre la permission, et il se vit reculer pour lui laisser le passage. Elle entra et s'arrêta au milieu de la pièce, regardant autour d'elle. Sébastien s'attendait à voir du dégoût, de la répulsion, mais son visage ne montrait qu'une profonde tristesse. Anne-Sophie se tourna vers lui. « J'ai vu la vidéo, dit-elle. » Sébastien cligna des yeux. « Quelle vidéo ?»« De la rue, cet après-midi. Quelqu'un a filmé et posté sur Twitter. » Anne-Sophie sortit son téléphone de sa poche et manipula l'écran. Il y a déjà plus d'1 million de vues. Elle tourna l'écran vers lui. Sébastien se vit, à genoux sur l'asphalte, ramassant des canettes, tandis que les gens autour filmaient. L'image tremblante, le zoom se rapprochant de son visage vieux et humilié. Les commentaires défilant en dessous,
C'est scandaleux. En prison, ce connard de la voiture, pauvre petit vieux, Paris est foutu. 1 million de personnes avaient vu son humiliation. 1 million d'étrangers connaissaient sa honte. Sébastien sentit ses jambes flageoler. Il s'assit lourdement sur la chaise cassée qui gémit sous le poids soudain. Anne-Sophie rangea son téléphone et s'accroupit devant lui, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Vous ne méritez pas ça, dit-elle, et il y avait de la colère dans sa voix. Non de la colère contre lui, mais de la colère contre le monde qui permettait que cela arrive. Personne ne mérite d'être traité ainsi. J'ai mal traversé, murmura Sébastien. Je n'ai pas vu le feu. C'était de ma faute. Ce n'était pas de votre faute. Anne-Sophie se leva agitée. Même si c'était le cas, même si vous aviez traversé au rouge, est-ce que ça donne le droit à un sale riche de pousser une personne âgée par terre? De vous laisser blesser là pendant qu'il accélère dans sa grosse voiture? Sébastien ne répondit pas. Il avait passé tellement de temps à accepter que tout était de sa faute, la faillite, le divorce, la pauvreté et même l'humiliation, qu'il ne savait plus comment se défendre. Anne-Sophie respira profondément, contrôlant sa colère. Elle attira la seule autre surface disponible, la boîte en carton qui servait de table, et s'assit dessus, face à Sébastien. La boîte s'affaissa un peu sous son poids, mais tint bon. « Monsieur Sébastien, dit-elle, plus calme maintenant. Combien de fois ai-je traversé ce couloir et vous ai-je vu entrer ou sortir, toujours avec ce chariot, toujours silencieux, toujours poli. Je laissais de la nourriture à votre porte parce que je voyais que vous alliez mal. Trop maigre, des vêtements usés, mais toujours digne. Vous n'avez jamais rien demandé, jamais plaint. Vous existiez, c'est tout. Comme si vous aviez peur de déranger. » Sébastien regarda ses propres mains. C'était vrai. Il avait peur de déranger. Peur d'être un problème de plus dans un monde déjà plein de problèmes. Aujourd'hui, quand j'ai vu cette vidéo, quelque chose en moi s'est brisé. Anne-Sophie passa la main sur son visage, fatiguée. Elle venait de terminer une garde de 12 heures, réalisa Sébastien. Elle devait être épuisée. « Je travaille dans un hôpital public, monsieur Sébastien. Je vois des gens souffrir tous les jours. Je vois des gens mourir. Je vois la misère, la douleur, l'injustice. Et j'essaye d'aider, mais c'est tellement que parfois je me sens anesthésiée, vous savez, comme si j'avais créé une carapace pour ne pas tout ressentir, sinon je deviendrais folle. » Elle fit une pause, les yeux brillants. « Mais quand j'ai vu cette vidéo, quand je vous ai vu à genoux sur cet asphalte, ramassant vos canettes pendant que ce salaud partait impuni, la carapace s'est fissurée. Et j'ai pensé, non, pas un de plus, pas celui-là. Je ne laisserai pas le monde en avaler un de plus. » Sébastien sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne s'était pas soucié de lui. Si longtemps. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse, » dit-il, la voix étranglée. « Je ne suis qu'un vieil homme. Je ne peux poursuivre personne. Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Je n'ai rien. Je ne parle pas de procès, dit Anne-Sophie. Je parle de dignité, de justice, de ne pas laisser passer. » Elle se pencha en avant. « Racontez-moi votre histoire, monsieur Sébastien, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre comment un homme finit comme ça. Parce que je vous regarde et je vois de l'éducation, je vois de la prestance, je vois quelqu'un qui a été autre chose. Racontez-moi. Depuis le début. Et peut-être était-ce la fatigue de la journée, peut-être était-ce la gentillesse inattendue, peut-être était-ce simplement parce qu'il n'en pouvait plus de tout porter seul. Mais Sébastien commença à parler. Il raconta l'histoire de Moreau Construction, les contrats, les immeubles qu'il avait aidé à ériger dans les beaux quartiers, les années de travail acharné. Il parla de Martine, des enfants, de la vie qu'il avait eue avant. Anne-Sophie écoutait en silence, sans l'interrompre, hochant simplement la tête de temps en temps pour montrer qu'elle était attentive. Il parla de Gustave Martin, l'associé traître, de la fraude découverte, des procès, de la faillite, de la façon dont il avait tout perdu, entreprise, maison, famille, des lettres retournées par ses enfants, de la chute lente et inexorable d'entrepreneur à agent de sécurité, d'agent de sécurité à concierge, de concierge à ramasseur de déchets. « J'ai essayé, dit Sébastien, et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage ridé. Il n'essayait même plus de les cacher. J'ai essayé de reconstruire, j'ai essayé de me rapprocher de mes enfants, j'ai essayé de travailler, de vivre dignement. Mais chaque année, c'était plus difficile. Les emplois se tarissaient. Le corps ne répondait plus,
Les gens me regardaient et ne voyaient qu'un vieux déchet. Anne-Sophie avait elle aussi les larmes aux yeux. Elle tendit la main et saisit la sienne, cette main ridée et calleuse qui avait construit des immeubles et ramassait maintenant des ordures. « Vous n'êtes pas un déchet », dit-elle fermement. « Vous êtes une personne. Une personne qui a été abandonnée par un système cruel, par une famille cruelle, par une société qui jette les vieux comme des ordures. Mais vous n'êtes pas une ordure. Vous ne l'êtes pas. » Sébastien pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des décennies. Il pleura pour la vie perdue, pour les enfants qui avaient grandi sans lui, pour l'épouse qu'il avait méprisée. Il pleura pour toutes les années de solitude, de faim, de froid, d'humiliation. Il pleura parce que quelqu'un voyait enfin en lui un être humain, pas seulement un obstacle dans les rues. Anne-Sophie resta là, lui tenant la main, le laissant pleurer. Elle ne dit pas de platitudes vides comme « tout ira bien » ou « Dieu a un plan ». Elle resta, simplement. Et parfois, la présence est le seul remède qui fonctionne. Quand Sébastien se calma enfin, Anne-Sophie se leva et alla à l'évier. Elle mouilla un chiffon sous le filet d'eau qui gouttait et revint, lui essuyant délicatement le visage. « Vous avez dîné aujourd'hui » demanda-t-elle. Sébastien secoua la tête. Il n'avait mangé que le pain rassis du matin. « Attendez ici. » Anne-Sophie sortit et revint 5 minutes plus tard avec une boîte en plastique. Du riz, des haricots, un morceau de poulet, de la vraie nourriture. Elle la plaça dans sa main. « Mangez. Je reviendrai demain, et nous parlerons davantage. »« Pourquoi » demanda Sébastien, sincèrement confus. « Pourquoi faites-vous cela ?» Anne-Sophie sourit, un sourire triste mais sincère. « Parce que quelqu'un doit le faire, et parce que moi aussi, j'ai déjà été invisible. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. « Ma mère était femme de ménage. Elle nous a élevés seuls, moi et mes 2 frères. Elle a travaillé jusqu'à ce que ses os lui fassent mal, jusqu'à ce que ses mains soient déformées à force de frotter le sol. Et quand elle est devenue vieille, quand elle est tombée malade, mes frères ont disparu. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, pas d'argent. Je me suis occupé d'elle seule jusqu'à la fin. Elle est morte dans mes bras dans le couloir d'un hôpital, attendant une place en soins intensifs qui n'est jamais arrivée. » Anne-Sophie essuya ses yeux. « Je sais ce que c'est d'être mis au rebut, monsieur Sébastien. Je le sais. Et j'ai juré que je ne tournerai jamais le dos à quelqu'un qui souffre ce que ma mère a souffert. » Elle sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Sébastien resta seul dans le noir, tenant la boîte de nourriture chaude. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne se sentit pas complètement invisible. Anne-Sophie ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Elle resta allongée sur son lit, regardant le plafond, pensant à l'histoire que Sébastien avait racontée. Il y avait quelque chose qui la dérangeait. Pas la tragédie elle-même. Elle voyait des tragédies tous les jours à l'hôpital, mais un détail spécifique que son cerveau n'arrivait pas à identifier. Ce n'est qu'à l'aube, alors qu'elle était sur le point de s'endormir, que la mémoire fit tilt. Le fonds fiduciaire. Sébastien l'avait mentionné en passant, presque comme une note de bas de page dans l'histoire de sa ruine. Avant la faillite, il avait transféré certains biens dans un fonds au nom d'une nièce décédée jeune. L'avocat avait disparu, les papiers s'étaient perdus, et Sébastien n'avait jamais cherché cet argent parce qu'il avait trop honte, était trop détruit, trop convaincu qu'il ne méritait rien. Anne-Sophie s'assit sur son lit, le cœur battant. Elle travaillait avec la bureaucratie depuis 15 ans. Elle gérait la paperasse hospitalière, les dossiers des patients, les anciens registres, les systèmes désorganisés. S'il y avait une chose qu'elle comprenait, c'était comment les informations pouvaient se perdre dans les labyrinthes bureaucratiques, mais aussi comment elles pouvaient être récupérées si l'on savait où chercher. Et si le fonds existait toujours? Et si l'argent était là, oublié dans une banque, attendant? C'était improbable. Sébastien avait probablement raison et ce n'était qu'un geste désespéré d'un homme ruiné, un dernier acte avant le naufrage total. Mais, et si ce n'était pas le cas? Anne-Sophie se leva, alla vers le vieil ordinateur qui se trouvait dans un coin de la chambre et l'alluma. L'écran bleuit lentement. Cette machine était vieille, mais elle fonctionnait. Elle ouvrit le navigateur et commença à chercher. Fonds fiduciaire. Comment il fonctionnait? Combien de temps il restait actif? Ce qui se passait lorsque le titulaire ne faisait aucun mouvement? Comment rechercher des informations sur d'anciens fonds? Plus elle lisait, plus son excitation grandissait. Les fonds fiduciaires pouvaient rester inactifs pendant des décennies. L'argent ne disparaissait pas.
Il restait là, accumulant ou perdant de la valeur selon la façon dont il était investi. Si personne ne le retirait, il restait, tout simplement. Il attendait. Anne-Sophie regarda l'horloge. 4h30 du matin. Dans quelques heures, elle devrait partir pour une autre garde. Mais elle ne pourrait pas dormir maintenant, pas avec cette possibilité lui brûlant l'esprit comme une fièvre. Elle passa le reste de la nuit à faire des recherches. Elle nota les noms des organismes où elle pourrait chercher des informations. Caisse des dépôts, ancien registre, le système Cyclades. Elle nota des téléphones, des emails, des procédures. Elle découvrit qu'il existait un système gouvernemental où les gens pouvaient vérifier s'ils avaient de l'argent oublié dans les banques. À 7h du matin, avec des cernes profonds, mais les yeux brillants de détermination, Anne-Sophie prit une douche, enfila son uniforme et partit pour sa garde. Mais avant, elle frappa à la porte de Sébastien. Il ouvrit, surpris. Il était déjà réveillé. Les vieux dorment peu et Sébastien se réveillait toujours avant le soleil. « Monsieur Sébastien, » dit Anne-Sophie rapidement, « vous vous souvenez du nom de la banque où ce fonds a été ouvert? Le nom de l'avocat? N'importe quel document que vous pourriez encore avoir ?» Sébastien cligna des yeux, confus. « Je n'ai rien. Ça fait plus de 20 ans. J'ai tout perdu. » Il fit une pause. « Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je vais découvrir si cet argent existe. » Anne-Sophie le regarda droit dans les yeux. « Et s'il existe, vous allez récupérer ce qui est à vous. Mais c'était il y a si longtemps. Ça doit être prescrit, ou je ne sais quoi. Ou je ne sais quoi, rien du tout. Je vais chercher. » Anne-Sophie descendait déjà l'escalier. « Essayez de vous souvenir de n'importe quel détail. N'importe quoi. Je reviens ce soir. » Sébastien resta sur le pas de la porte, la regardant disparaître en bas des escaliers. Cette femme était folle, généreuse, mais folle. Il n'y avait pas d'argent. Il en était certain. Ce n'était que le délire d'un homme désespéré essayant de sauver quelque chose du naufrage. Mais malgré tout, alors qu'il fermait la porte et se préparait pour une autre journée à ramasser des déchets dans les rues, Sébastien se surprit à essayer de se souvenir. Le nom de la banque, le nom de l'avocat, la date approximative. Et au fond de sa poitrine, dans un endroit qu'il croyait mort depuis longtemps, une petite chose pathétique commença à bouger. L'espoir. Chose dangereuse, l'espoir. Chose qui vous tue quand on vous l'arrache à nouveau. Mais même en sachant cela, même en essayant de l'étouffer, Sébastien ne pouvait l'empêcher de grandir, fragile et têtu, comme une fleur naissant dans l'asphalte fissuré. Anne-Sophie avait appris une chose en travaillant 15 ans dans un hôpital public. La bureaucratie est un labyrinthe, mais tout labyrinthe a un centre. Il faut juste savoir par où commencer et avoir assez de patience pour ne pas abandonner quand on heurte les murs. Pendant sa pause de garde, tout en buvant un café insipide dans la salle de repos de l'hôpital, elle se connecta au système Cyclades. Une demi-heure en ligne, après avoir été transférée 4 fois au téléphone plus tôt, jusqu'à ce qu'elle comprenne le système de recherche des comptes inactifs. Non, elle ne pouvait pas consulter au nom de tiers sans procuration. Oui, le titulaire devrait faire la consultation personnellement, mais on pouvait l'orienter sur les procédures. Anne-Sophie nota tout sur une serviette en papier. Numéro de sécurité sociale, date de naissance. Système en ligne, agence physique si le système ne fonctionnait pas. À la pause suivante, elle appela l'aide juridictionnelle et un avocat connu d'une amie qui travaillait pro bono. Chaque appel était un indice. Chaque indice ouvrait 2 nouvelles portes. La plupart menaient à des impasses, mais certaines faisaient avancer. Et puis à 3 heures de l'après-midi, entre un patient atteint de pneumonie et un autre avec une fracture ouverte, elle trouva quelque chose. Sur le site du système Cyclades de la Caisse des dépôts, il y avait un outil de consultation. N'importe qui pouvait vérifier s'il avait de l'argent oublié. Anne-Sophie avait le numéro de sécurité sociale de Sébastien. Il lui avait montré son vieux document usé quand elle l'avait aidé à s'inscrire à la pharmacie pour des aides des semaines auparavant. Elle tapa le numéro avec des mains tremblantes. L'écran chargea, et chargea, et chargea. Et alors apparut. Des avoirs vous concernant ont été identifiés. Anne-Sophie sentit son cœur s'emballer. Elle cliqua pour plus de détails. Le système ne montrait pas le montant exact, seulement qu'il y avait quelque chose de disponible dans un établissement financier qui avait changé de nom 3 fois depuis les années 2000. Mais c'était là. Ça existait. Elle dut s'asseoir. Une infirmière passa
et lui demanda si tout allait bien. Anne-Sophie fit signe que oui, mais tout n'allait pas bien. Elle était sous le choc. Parce que si c'était vrai, s'il y avait vraiment de l'argent là, alors Sébastien Moreau avait passé des années dans la misère, à ramasser des déchets, à dormir dans un taudis immonde, à être humilié dans les rues, pendant qu'il y avait des ressources à son nom oubliées dans un coffre-fort numérique. L'injustice était si brutale qu'Anne-Sophie eut envie de pleurer. Mais elle n'avait pas le temps pour les larmes, elle avait du travail à faire. Quand elle frappa à la porte de Sébastien à 9 heures du soir, elle portait encore son uniforme, le visage marqué par l'épuisement de sa double garde. Sébastien ouvrit, et elle entra sans cérémonie, un ordinateur portable sous le bras. Elle l'avait emprunté à une collègue. « Monsieur Sébastien, asseyez-vous là », dit-elle en montrant la chaise cassée. Elle-même s'accroupit sur le sol, ouvrant l'ordinateur sur ses genoux. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Ne demandez pas, ne discutez pas, faites-le, c'est tout. D'accord ?» Sébastien était effrayé par son intensité. Il acquiesça. Anne-Sophie ouvrit le site Cyclades, entra dans la zone de recherche et tourna l'écran vers lui. « Tapez votre numéro de sécurité sociale ici. »« Mais je sais déjà que je n'ai rien. Tapez !» Sébastien tapa avec des doigts tremblants, se trompant 2 fois avant de réussir. Anne-Sophie l'aida à confirmer sa date de naissance. L'écran chargea, et alors Sébastien vit. Des avoirs vous concernant ont été identifiés. Il resta paralysé, regardant les mots comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Anne-Sophie observait son visage, voyant la confusion se transformer lentement en compréhension, et la compréhension se transformer en quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. De la peur, peut-être, ou la terreur de l'espoir. « Ça ne peut pas être vrai », murmura Sébastien. « C'est sûrement une erreur du système. Ça doit l'être. Cliquez ici, indiqua Anne-Sophie, pour voir plus de détails. » Sébastien cliqua. Le système demanda plus de vérification, plus de données. Anne-Sophie le guida patiemment. Et puis, enfin, l'information complète apparut. Fonds fiduciaire XPR 1847, institution, Banque Safira SA, actuellement Banque Union Nationale. Montant approximatif disponible, 187 434, ligue de 18 €. Dernier mouvement, 14-03-2002. Sébastien lut le nombre 3 fois, 4, 5, comme si répéter la lecture pouvait donner un sens au mot. 187 000 €, avec son nom, attendant depuis plus de 20 ans. « Non, ce n'est pas possible », chuchota-t-il, la voix brisée. « Je n'ai pas cet argent. Je suis pauvre. Je ramasse des déchets. Anne-Sophie referma doucement l'ordinateur portable et prit ses mains, qui tremblaient violemment maintenant. « Si vous l'avez. Ce fonds que vous aviez ouvert avant la faillite, vous vous souvenez? Vous aviez raison. Il existait. Et il est resté là toutes ces années, rapportant, grandissant, attendant. Vous attendant. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sébastien. Pas des larmes de joie, pas encore. C'étaient des larmes de quelque chose de plus complexe, de plus douloureux. Des larmes pour toutes les années gaspillées, pour toutes les nuits passées à avoir faim, pour toutes les humiliations qu'il avait subies alors qu'il y avait de l'argent à son nom, oublié, inutile. « J'aurais pu vivre, dit-il, la voix rauque, toutes ces années. J'aurais pu avoir une maison, de la nourriture, de la dignité, j'aurais pu... » Il ne put terminer. Le sanglot sortit violemment, lui déchirant la poitrine. Anne-Sophie le serra dans ses bras. Ce vieil homme, sentant le moisi et la sueur, tremblant dans ses bras pendant que toute la douleur de décennies s'échappait de lui. Elle le tint, laissant ses propres larmes mouiller son épaule. « Mais maintenant, vous allez la voir, » dit-elle fermement. « Maintenant, nous allons chercher cet argent, et vous aurez une maison, et de la nourriture, et de la dignité. Je vais vous aider. Nous allons régler ça ensemble. » Sébastien s'écarta, essuya son visage du dos de sa main. Il regarda Anne-Sophie avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Pourquoi faites-vous cela? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. »« Parce que c'est juste, » dit simplement Anne-Sophie, « et parce que quelqu'un doit le faire. » Mais récupérer l'argent ne serait pas simple. Anne-Sophie le découvrit dans les jours qui suivirent, alors qu'elle naviguait dans la bureaucratie bancaire qui semblait conçue spécifiquement pour empêcher les gens de recevoir ce qui leur revenait de droit. La banque voulait des documents. Un justificatif d'identité à jour, un justificatif de domicile,
une déclaration d'impôt des 5 dernières années, des formulaires en triple exemplaire signés et certifiés conformes. Sébastien n'avait rien de tout cela. Sa carte d'identité datait de 1983, jaunie et presque illisible. Il n'avait pas de compte bancaire, pas de justificatif de domicile à son nom, n'avait jamais déclaré d'impôt car il n'avait pas de revenus à déclarer. Pour le système, il était un fantôme. Et les fantômes ne reçoivent pas d'héritage. Anne-Sophie passa les nuits suivantes à chercher, appeler, négocier. Elle découvrit que l'aide juridictionnelle pouvait aider, qu'il y avait des programmes d'assistance juridique gratuite, que la banque, malgré la bureaucratie monstrueuse, était légalement obligée de restituer l'argent si les documents étaient en ordre. Cela prit 3 semaines. 3 semaines d'aller-retour chez les notaires, de formulaires remplis, de files d'attente interminables dans les administrations publiques. Anne-Sophie accompagnait Sébastien partout, utilisant ses jours de congé pour l'emmener au rendez-vous, pour lui expliquer les procédures, pour ne pas le laisser abandonner lorsque la bureaucratie devenait insupportable. Et pendant ces 3 semaines, quelque chose d'autre se produisit. La vidéo continua de devenir virale, plus que virale, explosive. Les journalistes commencèrent à enquêter. Ils découvrirent le nom du jeune homme de l'Audi, Léonard Duval, 24 ans, fils d'un entrepreneur du secteur immobilier. Léonard avait un historique d'infractions routières, des poursuites pour agression, une vie de privilège qui le protégeait des conséquences de ses actes. Mais cette fois, avec des millions de personnes indignées, avec des hashtags en tendance, avec la pression sur les réseaux sociaux, le blindage se fissura. Le parquet ouvrit une enquête. La famille de Léonard publia un communiqué officiel présentant ses excuses. Léonard apparut dans une vidéo clairement forcée, présentant des excuses génériques et vides, ses yeux trahissant qu'il ne ressentait aucun remords, juste l'inconfort d'avoir été pris. Et puis, les journalistes découvrirent Sébastien. Ce fut Anne-Sophie qui décida. Sébastien ne voulait pas d'attention, ne voulait pas faire la une, ne voulait pas que sa honte soit exposée nationalement. Mais Anne-Sophie argumenta « Monsieur Sébastien, combien d'autres personnes âgées sont dans la rue en ce moment, humiliées, ignorées? Si vous racontez votre histoire, peut-être que cela changera quelque chose. Peut-être que d'autres personnes feront attention. » Sébastien accepta. Il donna une interview à une chaîne de journalisme d'investigation. Il raconta son histoire, toute son histoire. L'entreprise de construction, la faillite, la famille perdue, les années dans la rue. Il ne parla pas du fond, car il n'était pas encore sûr de réussir à récupérer l'argent. Le reportage fut diffusé un jeudi soir, et il explosa. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'un vieil homme humilié. Il s'agissait d'un homme qui avait tout eu, tout perdu, avait été abandonné par tous, et gardait pourtant sa dignité. Il s'agissait de la façon dont la société rejette les vieux, les pauvres, les fragiles. Il s'agissait d'empathie, d'humanité, des milliers de personnes invisibles qui poussent des chariots dans les rues pendant que le monde accélère dans des Audi noirs. Et c'est là que les enfants de Sébastien apparurent. Raphaël appela le premier. Anne-Sophie répondit sur son propre téléphone, Sébastien n'en avait pas, et reconnut le nom lorsque l'homme se présenta. « Je suis son fils », dit Raphaël, la voix polie, professionnelle. « J'ai vu le reportage. J'ai été choqué. Je n'avais aucune idée que mon père était dans cette situation. J'ai besoin de le voir. Je dois l'aider. » Anne-Sophie regarda Sébastien, qui était assis sur le canapé de son salon. Elle l'y avait amené parce qu'ils avaient besoin d'espace pour organiser les documents. Sébastien devint blanc en entendant que son fils était au téléphone. « Il veut vous parler, » dit Anne-Sophie. Sébastien secoua la tête violemment, les mains tremblantes. Il ne voulait pas. Il n'était pas prêt. Anne-Sophie reprit le téléphone. « Il vous rappellera. Laissez votre numéro. » Raphaël donna son numéro, insista sur le fait que c'était urgent, qu'il voulait aider. Anne-Sophie raccrocha et se tourna vers Sébastien, qui avait les larmes aux yeux. « Mon fils, » chuchota-t-il, « après 23 ans, mon fils. » Le lendemain, Juliette appela aussi. Même histoire. Elle aussi avait vu le reportage. Elle aussi voulait aider. Elle aussi était choquée et pleine de remords. Anne-Sophie se méfia immédiatement. 23 ans de silence, et soudain, les 2 enfants apparaissent en même temps, juste après un reportage national. C'était une trop grosse coïncidence. Mais Sébastien voulait y croire, parce qu'un père veut y croire,
parce que le cœur d'un père abandonné par ses enfants ne se répare jamais complètement, et toute miette de possibilité de réconciliation ressemble à un banquet. Anne-Sophie organisa la rencontre pour un dimanche après-midi, dans un café du quartier. Sébastien était nerveux comme un adolescent allant à son premier rendez-vous. Anne-Sophie l'aida à se raser correctement, lui donna une chemise propre qui avait appartenu à son défunt père, lui prêta de l'argent pour le taxi. « Je viens avec vous, dit-elle. Ce n'est pas la peine. Ce sont mes enfants. C'est exactement pour ça. » Anne-Sophie le regarda fixement dans les yeux. « Je viens. Je m'assiérai à une autre table, mais je serai là. » Raphaël et Juliette arrivèrent ensemble. Sébastien les reconnut immédiatement, malgré les 2 décennies. Raphaël, maintenant un homme de 37 ans, en costume impeccable et montre chère. Juliette, 39 ans, élégante, maquillée, sac à main de marque. C'étaient des étrangers familiers, des personnes qui étaient sorties de sa vie en tant qu'enfant et revenaient en tant qu'adultes qu'il ne connaissait pas. La rencontre fut étrange, inconfortable, pleine de longs silences et de mots mal choisis. Raphaël parla de sa carrière de manager dans une multinationale, Juliette de l'agence d'architecture qu'elle dirigeait. Ils dirent qu'ils avaient pensé à lui au fil des ans, que leur mère avait interdit le contact, qu'ils regrettaient. Sébastien écoutait, voulant y croire, mais sentant quelque chose de faux dans leur façon de parler, dans leur manière d'éviter de le regarder droit dans les yeux. Ce fut Juliette qui en vint finalement au fait. « Papa, nous avons vu le reportage, et nous avons aussi vu... » Elle marqua une pause, mal à l'aise. « Nous avons vu sur Internet que tu as de l'argent, un fonds. » L'estomac de Sébastien se glaça. Comment savait-il? Les journalistes d'investigation, expliqua Raphaël, remarquant sa confusion. Ils l'ont découvert. Un article va sortir demain, sur les 187 000 €. Sébastien regarda Anne-Sophie, qui était à une autre table, et vit la colère sur son visage. Elle aussi avait compris. « Nous voulions te dire, continua Juliette, avec un sourire qui se voulait chaleureux mais semblait faux, que nous sommes là pour t'aider. Tu vas avoir besoin de soutien pour gérer cet argent. Investissement, planification, nous pouvons t'aider. » Raphaël se pencha en avant. « C'est bien sûr, en tant que tes héritiers légaux, il serait juste que nous recevions notre part. Tu es vieux, papa. Tu ne vas pas pouvoir utiliser tout ça. Il est logique de commencer à partager maintenant, n'est-ce pas? Voilà, la vérité brute. Ils n'étaient pas venus pour leur père. Ils étaient venus pour l'argent. » Sébastien sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la colère, quelque chose de pire. Une déception si profonde qu'elle semblait physique, comme un os qui se casse. « Sortez, » dit-il doucement. « Ça, papa, ne le prends pas comme ça, » tenta Juliette en essayant de prendre sa main. « Nous sommes juste pragmatiques. Tu as vécu si longtemps dans la misère, tu ne sais pas comment gérer l'argent. » J'ai dit « Sortez. » Raphaël devint rouge. « Tu n'as pas le droit de nous juger. C'est toi qui as été un raté. C'est toi qui as tout perdu. C'est toi qui nous as fait honte toute notre vie. » Anne-Sophie était déjà debout, s'approchant de la table. Mais Sébastien se leva le premier, chancelant, mais ferme. « Vous avez raison, dit-il, regardant les enfants qu'il ne connaissait pas et qui ne le connaissaient plus. J'ai été un raté, j'ai tout perdu. Mais je ne vous ai jamais abandonné. C'est moi qui ai été abandonné. J'ai envoyé des lettres pendant des années. Vous ne les avez jamais ouvertes. J'ai essayé de vous voir. Votre mère m'en a empêché. Je n'ai jamais renoncé à vous. C'est vous qui avez renoncé à moi. »« C'est du passé, » dit Raphaël, impatient. « Maintenant, ce qui compte, c'est que vous partiez. » Sébastien attrapa la canne qu'Anne-Sophie lui avait procurée grâce à un don. « Et ne revenez plus. Vous n'êtes pas mes enfants. Les enfants n'apparaissent pas seulement quand il y a un héritage. Les enfants apparaissent quand il y a de la douleur. » Et il sortit du café, laissant Raphaël et Juliette assis là, choqués. Anne-Sophie paya rapidement l'addition et courut après Sébastien, qui marchait trop vite pour ses vieilles jambes, trébuchant sur le trottoir. Elle le rattrapa, lui prit le bras. « Monsieur Sébastien, attendez !» Il s'arrêta, et Anne-Sophie vit qu'il pleurait, mais c'étaient des larmes différentes. Pas de tristesse, de libération. « Je pensais, dit-il, la voix étranglée, que s'il revenait, tout s'arrangerait, que la vie aurait à nouveau un sens. Mais ils ne sont pas revenus. Des gens qui leur ressemblent sont revenus, mais ce n'étaient pas eux. Mes enfants sont morts il y a 23 ans. Ceux-là sont des étrangers. » Anne-Sophie le serra dans ses bras, là au milieu du trottoir,
tandis que les gens passaient autour d'eux sans faire attention. Juste un vieil homme qui pleure, juste une infirmière qui console, juste une autre scène invisible dans la ville qui n'a pas le temps de voir la douleur. L'argent fut débloqué 3 semaines plus tard. Sébastien signa les papiers dans une immense banque, accompagné d'Anne-Sophie et d'un avocat de l'aide juridictionnelle. Le directeur fut extrêmement aimable, le genre d'amabilité qui apparaît lorsqu'il y a un solde à 6 chiffres. Sébastien regarda le relevé imprimé. 197 431 18 €. Tout ce nombre, tous ces zéros. Qu'allez-vous faire maintenant? Demanda Anne-Sophie en sortant de la banque. Sébastien resta immobile sur le trottoir, sentant le soleil sur son visage. Pour la première fois depuis des décennies, il pouvait faire des choix. Il pouvait acheter un appartement, il pouvait manger au restaurant, il pouvait se soigner, il pouvait vivre. Mais la première chose qu'il fit fut de prendre un taxi et de demander au chauffeur de les conduire à un magasin de meubles. Il acheta un lit neuf, un canapé, une vraie table, des chaises qui n'étaient pas cassées, et il fit tout livrer à l'adresse d'Anne-Sophie. « Monsieur Sébastien, ce n'est pas la peine. » « Si, c'est la peine. » Il la regarda, cette jeune femme qui avait cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. « Vous m'avez rendu ma dignité. Vous m'avez donné de l'espoir. Vous m'avez aidé sans aucune raison de le faire. Ceci n'est qu'un début. Je vais vous aider avec vos études, si vous voulez faire un master. Je paierai vos factures pendant que vous étudiez. Je vais... » Sa voix se brisa. « Je vais essayer de vous rendre un tout petit peu de ce que vous avez fait. » Anne-Sophie pleura et dit oui. Ensuite, Sébastien acheta des vêtements neufs. Il prit des rendez-vous médicaux. Il loua un petit appartement digne, avec une vraie fenêtre, une salle de bain rien qu'à lui, une douche qui ne fuyait pas. Il commença un traitement pour ses douleurs, pour sa vue, pour tout ce qui était détruit dans son corps. Et puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Avec une partie de l'argent, il créa un fonds pour aider d'autres ramasseurs de matériaux recyclables du quartier. Pas de la charité, de l'investissement. Il acheta de meilleurs équipements, organisa une coopérative, créa une structure pour qu'ils puissent travailler avec dignité, non pas comme des mendiants, mais comme des travailleurs. Pousse ce chariot, vieux. Les mots qui l'avaient humilié devinrent le nom du projet. L'Institut du chariot digne. Et Sébastien, pour la première fois en 23 ans, sentit que sa vie avait à nouveau un but. Non pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il avait le choix. Parce qu'il y avait des gens qui se souciaient de lui, parce qu'il n'était plus invisible. Un dimanche matin, 6 mois plus tard, Anne-Sophie frappa à la porte du nouvel appartement de Sébastien. Il ouvrit rasé de près, portant des vêtements propres, avec de nouvelles lunettes qui corrigeaient sa vue. Il semblait avoir 10 ans de moins. « J'ai apporté du gâteau », dit Anne-Sophie en brandissant le sac. Ils s'assirent à la nouvelle table, buvant du café avec du gâteau, parlant des projets de l'Institut, de la prochaine garde d'Anne-Sophie, des banalités du quotidien. Et à un moment donné, Sébastien s'arrêta de parler et la regarda simplement. « Qu'y a-t-il » demanda Anne-Sophie. « Je pensais, dit Sébastien lentement, que la vraie richesse n'était pas sur ce compte en banque. Elle était en vous, en quelqu'un qui a vu un vieil homme à genoux sur l'asphalte et qui a décidé qu'il valait encore quelque chose. » Il essuya ses yeux. « J'ai passé toute ma vie à penser que j'avais échoué parce que j'avais perdu de l'argent. Mais j'ai échoué parce que j'ai accepté d'être invisible, parce que j'ai renoncé à croire que je méritais d'être vu. » Anne-Sophie lui prit la main. « Et maintenant ?» Sébastien sourit, un vrai sourire, peut-être le premier depuis des décennies. « Maintenant, j'existe à nouveau. » Dehors, la ville continuait de tourner, indifférente. Des milliers de personnes poussant des chariots, des milliers de vieux invisibles, des milliers d'histoires non racontées. Mais cette histoire-là avait une fin différente, pas parce que l'argent était apparu, mais parce que quelqu'un s'en était soucié avant que l'argent n'apparaisse. Et parfois, juste parfois, quand quelqu'un tend la main, le monde devient un peu moins cruel.